Alors, y croire et agir, je vous le disais, c'est cette thématique qui nous unit, qui nous a fait nous rejoindre encore une fois cette année. Évidemment, y croire et agir dans un contexte on ne peut plus mouvant. Le monde change, le monde évolue. Avant d'accueillir le président Pierre Gattaz, je vous propose quelques images pour mettre en scène ce mouvement du monde. Regardez. Le monde n'a pas seulement changé, il a basculé. Nous vivons des bouleversements de plus en plus profonds, de plus en plus intenses. Ce monde nouveau nous offre de formidables opportunités. Le numérique révolutionne notre quotidien, notre façon de travailler, de réfléchir, de consommer, d'échanger. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale utilise un téléphone mobile pour accéder à Internet. Et la mondialisation ouvre de nouvelles routes vers la croissance et l'emploi. Et dans ce monde qui bouge, la France a toute sa place. D'abord, parce que la France est une pépinière de talents animée par l'envie d'entreprendre. La France est d'ailleurs un des premiers incubateurs de start-up au monde. La France est aussi un pays de constructeurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs qui ont fait de notre pays une puissance économique de tout premier plan. C'est un pays dont la culture rayonne partout dans le monde et dont l'art de vivre est reconnu et envié. C'est une terre d'excellence, de recherche et d'innovation. Un immense potentiel pour s'adapter aux mutations du monde. Demain, plus encore qu'aujourd'hui, le numérique, la mondialisation et notre envie d'entreprendre feront de nous un grand champion. Notre diversité, nos expertises, notre patrimoine et l'Europe sont nos atouts. Nos entreprises, notre force. Nous allons réussir dans ce monde qui change. Nous pouvons y croire. Maintenant, il faut agir. Voilà, il faut agir. Y croire et agir. Je vous demande d'accueillir le président du MEDEF, Monsieur Pierre Gattaz, qui nous rejoint. Bonjour. Pierre Gattaz, mesdames, messieurs. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre 18e université du MEDEF qui s'ouvre aujourd'hui. Et je suis très ravi, heureux de pouvoir célébrer avec vous tous les ans la fête de l'entreprise, la fête des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, de leurs équipes, de nos collaborateurs, fête de l'économie. Alors je voudrais dire, vous le savez, nous traversons aujourd'hui un moment difficile pour notre pays. La France a été victime d'attentats à répétition. Nous sommes victimes, nous sommes en proie à des doutes d'ordre social, économique, politique. Notre économie patine. Nous nous faisons dépasser par nos concurrents. Nos chiffres sont mauvais. Et nous sommes à 9 mois d'une élection présidentielle majeure, déterminante pour notre pays. Alors, je voudrais vous faire une confidence. Je crois viscéralement et intimement que notre pays a tout pour réussir, qu'on peut le redresser, qu'on peut faire gagner la France et qu'on peut faire gagner tous les Français. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a, pour faire ça, 2 mots magiques que j'adore, y croire et agir. C'est le thème de notre université. Y croire, c'est regarder devant. Y croire, c'est la foi, c'est le rêve, c'est l'ambition, c'est le projet. Y croire en montagne, c'est de rallier une cime. En mer, c'est de rejoindre un port. En sport, c'est de franchir une ligne d'arrivée. Agir, c'est non pas d'être dans l'incantation, dans la critique puérile, dans la théorie, dans le yaka-faucon. Agir, c'est ce que nous faisons tous, tous les jours. Décider, être parfois impopulaire dans les décisions. Expliquer, faire, produire des résultats. Alors, y croire et agir, comment ça se passe? Eh bien, j'ai 5 actions en tête que je voudrais vous partager avec vous. Il faut d'abord faire un constat d'une situation. Deuxièmement, il faut se définir un objectif.
Troisièmement, il faut trouver une solution, construire une solution. Quatrièmement, mettre en place les réformes, le plan d'action qui va bien. Et cinquièmement, mettre en place les conditions du succès pour que ce plan d'action réussisse. Alors si nous revenons à la situation de la France, où en sommes-nous? Premier point. Eh bien, je crois profondément que nous ne sommes pas en crise. Nous sommes en mutation. Le monde est en mutation. De la société, du monde. Et il y a 4 grandes ruptures actuellement qui sont en œuvre. Vous les connaissez. Premièrement, rupture technologique, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. La révolution des NBIC, nanotech, biotech, informatique, cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Ce sont des révolutions majeures. Si on ne les comprend pas, si on ne l'anticipe pas, si on ne se prépare pas, tout peut être broyé sur son passage. Deuxième rupture, rupture d'ordre économique. Le monde a changé, l'économie du monde a changé. L'économie s'est globalisée, l'économie s'est numérisée, l'économie s'est accélérée, avec toujours une croissance, mais des fluctuations très fortes. Troisième grande rupture, des ruptures sociétales, avec deux aspects. Un vieillissement de la population, d'un côté, et une société civile et une jeunesse avide d'autonomie, de liberté, qui parfois ont des aspirations totalement différentes des autres générations. Et la quatrième rupture, c'est la rupture d'ordre climatique, environnemental, avec d'une part une raréfaction de nos ressources naturelles et d'autre part un changement climatique profond. Et il faut avoir en tête la chose suivante, c'est que nous serons 10 milliards d'individus, hommes et femmes, en 2050, qu'il faudra nourrir, loger, faire travailler, soigner, sécuriser, en sauvant la planète. Alors, face à ces 4 ruptures, qu'est-ce que nous avons comme atout, nous les Français, nous la France? Eh bien, face aux ruptures technologiques, nous avons, et Jean-Paul Vermès en a parlé tout à l'heure, nous avons des systèmes de recherche performants, des ingénieurs de haut niveau, une très grande créativité, des filières d'excellence associant PME, TPE, ETI, grands groupes, performants internationalement, qui associent l'agilité, la créativité des petites entreprises avec le rayonnement international et les moyens financiers des grands groupes. Nous avons aussi un modèle mathématique de grand renom. Nous avons des start-up nombreuses, performantes, reconnues. Nous avons une culture numérique, digitale, télécom, dans les services et dans l'industrie de haut niveau. Tout cela nous donne des atouts énormes pour pouvoir faire face à ces ruptures. Troisième grand défi, tout ce qui est sociétal. Sociétal, et là, nos atouts sont les suivants. Nos atouts, c'est une créativité, une jeunesse, une audace créatrice, c'est-à-dire une énergie créatrice. Et puis, c'est une envie d'entreprendre. Donc, sur cette entreprise, sur cette rupture sociétale, je pense que nous devrions nous donner cet objectif de faire en sorte qu'on libère les talents, les énergies, les motivations en France pour que tout un chacun puisse libérer son énergie, puisse entreprendre sa vie personnelle, associative ou familiale. Et puis, on devrait aussi travailler sur une voie qui est une voie intermédiaire entre un libéralisme parfois aveugle et brutal et un socialisme souvent, trop souvent, immobile et décourageant. Cette troisième voie que certains appellent l'entrepreneurialisme et que j'appelle le libéralisme humain de sens et de valeurs doit aussi faire partie de concepts importants dans le développement économique de la France. Sur la dernière partie du climat, eh bien, les atouts que nous avons, ce sont des filières d'excellence dans tous les domaines, ou quasiment tous, dans l'énergie, dans l'environnement durable, dans le climat, dans l'efficacité énergétique active et passive, dans le traitement de l'eau, dans le traitement des déchets, qui sont toutes les composantes des futures villes, des smart cities et de l'urbanisme de demain. Là, nous pourrions nous donner l'objectif d'être leader dans les solutions vertes, les technologies vertes.
J'y crois, nous pouvons le faire. Et d'ailleurs, je pense que dans la rupture première des technologies, je vais vous dire, je pense qu'on pourrait se fixer tous ensemble l'objectif d'être la Silicon Valley de l'Europe. La France pourrait être la Silicon Valley de l'Europe à l'horizon 10 ans. J'en suis persuadé, il faut qu'on se fixe cet objectif-là. Face à ce constat, ces atouts de la France, quel pourrait être l'objectif pivot que nous pourrions nous donner, nous tous, Français, dans les 5 ou 10 prochaines années à venir? Moi, j'en vois qu'un qui est enthousiaste, qui est ambitieux, mais réaliste, qui est fédérateur. C'est une croissance forte associée au plein emploi. Cet objectif est fondamental. Pourquoi? Parce que la croissance, d'abord, elle est fondamentale pour recréer de l'emploi. Nous sommes aujourd'hui à 1,5, entre 1 et 1%. Il faut que la France se fixe l'objectif d'être au-delà de 2% durablement et idéalement à 3%. C'est ça une croissance forte. La croissance, il faut aller la chercher. On l'attend trop comme la pluie. Il faut aller la construire. Je vais vous donner quelques pistes de rupture qui permettent d'être autant d'opportunités, autant de défis à relever pour notre pays. Alors, associé au plein emploi, oui, une croissance forte doit être associée au plein emploi. Pourquoi le plein emploi? Le plein emploi, c'est en dessous de 6%, parce que le chômage est le principal fléau de notre pays. Parce que c'est la première préoccupation de nous, Français, nous tous, des Français, après la sécurité. Parce que le chômage de masse affaiblit notre pays depuis trop longtemps. Je crois que cet objectif de croissance forte associé au plein emploi devrait être la clé de voûte de tout programme économique digne de ce nom. Et ce programme économique devrait être 70% de tous les programmes politiques que les candidats doivent nous présenter dans les jours et les semaines à venir. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de leur poser ces questions sur une vision de la France, sur cet objectif et sur les réformes qu'ils vont mettre en œuvre, puisque, vous le savez, nous allons recevoir 9 ou 10 candidats à la présidentielle de la République dans les 2 jours qui viennent. Nous avons un constat, des atouts, nous avons un objectif. Quelle est la solution? Là encore, question simple. Quelle est l'entité au monde qui est capable de relever ces défis technologiques, sociétaux, climatiques, économiques, qui est capable d'apporter à un pays, tout pays, croissance et emploi et richesse, qui est capable d'apporter à nos concitoyens richesse, épanouissement, de l'emploi? Quelle est l'entité qui est capable d'apporter à nos collaborateurs de la fierté, du pouvoir d'achat? Une seule solution: l'entreprise. L'entreprise. L'entreprise doit être le pivot, la clé de voûte, la solution. Il n'y en a pas d'autre dans tous les programmes économiques. Et il faut impérativement que l'entreprise soit définitivement intégrée, durablement et définitivement, dans tous les programmes politiques, mais dans nos institutions politiques fondamentales. Alors l'entreprise, c'est quoi? Vous le savez, au départ, c'est un homme ou une femme qui a eu un rêve, qui a transformé son rêve en projet, puis son projet en entreprise, qui a osé, qui a eu le courage de se lancer. Une entreprise, c'est une communauté humaine d'hommes et de femmes autour de valeurs. Les valeurs d'équipe, esprit d'équipe, solidarité, respect de l'autre, éthique, valeurs du travail qu'il faut réhabiliter en France. Le travail, c'est le goût de l'effort, le sens du mérite, c'est la fierté, l'épanouissement. Et puis, les valeurs de l'entrepreneuriat, de l'audace pour oser, du courage pour surmonter les obstacles, de la témérité pour durer et l'exemplarité du chef. C'est ça l'entreprise. C'est aussi un lieu d'intégration, puisque vous savez tous que n'importe qui, tout un chacun, de toute origine, de toute conviction, de toute confession religieuse, peut se réaliser, se déployer, s'enthousiasmer dans un projet collectif d'entreprise. Et c'est un lieu d'épanouissement. Et là, permettez-moi de vous dire que je suis toujours extrêmement choqué qu'il y ait encore en France des gens qui essayent d'opposer le patron avec ses salariés,
l'économie contre le social, la performance économique contre l'épanouissement humain. Alors que je pense que notre modèle économique et social que nous devons construire pour le futur doit être basé sur une performance économique durable par la motivation et l'épanouissement de nos hommes et de nos femmes. C'est ça qu'il faut faire. Et non pas par l'accumulation sans fin de droits sociaux qui deviennent totalement incompréhensibles, indigestes et qui, à la fin, deviennent totalement contre-productifs. Nous avons l'entreprise, c'est aussi une entité fragile et mortelle. Elle doit s'adapter en permanence dans les mutations dont je viens de vous parler. Sinon, elle meurt. C'est pour ça que j'arrive dans mon quatrième thème, qui sont quelles sont les réformes à mettre en œuvre pour relever ces défis, relever cet objectif, faire fonctionner nos entreprises. 4 blocs de réformes, très simples. Premier bloc, le fiscal. Arthur Laffer, l'Américain bien connu des années 70, disait « Trop d'impôts tue l'impôt ». Moi, j'élargirais un petit peu le concept. Je dirais « Trop de charges tue l'entreprise et tue l'emploi ». Dans le fiscal, c'est très simple. Il nous faut une fiscalité simple, stable et lisible dans le temps. Il nous faut une fiscalité compétitive par rapport notamment à nos principaux voisins européens. Sachez que nous avons toujours 90 milliards de différence de compétitivité avec nos amis allemands. Après le pacte de responsabilité, nous étions à 130 il y a 3 ans. Et puis, il faut une fiscalité motivante, incitative, pour l'investissement dans nos entreprises, le financement dans nos entreprises, le développement, la prise de risque, leur pérennité. Voilà ce qu'il faut comme fiscalité. Deuxième bloc, le social. Laissez-moi être un peu provocateur, en paraphrasant l'affaire. Trop de social tue le social. Je serai un peu moins lapidaire. Je dirais, trop de contraintes sociales tue le social et tue l'emploi. Dans le social, qu'est-ce qu'il faut faire ? 1. Déverrouiller le marché du travail, beaucoup plus loin que la loi El Khomri. 2. Réformer et optimiser notre dialogue social pour qu'il soit simple de mise en œuvre, direct avec nos salariés, en supprimant les seuils sociaux ou en les lissant ou en les décalant, en faisant en sorte qu'on n'ait qu'une seule institution, instance de représentation du personnel et non pas 3 ou 4. Il faut aussi améliorer notre protection sociale, l'optimiser pour faire mieux avec moins, en ayant toujours l'idée de baisser le coût du travail, les charges sur le coût du travail, et surtout en intégrant les nouvelles façons de travailler qui seront liées à la révolution numérique en cours et qui seront hors salariat. Il faut que cette protection sociale intègre cette nouvelle façon de travailler. Troisième bloc de réforme, tout ce qui est simplification. Je dirais, trop de bureaucratie tue la rapidité, tue l'agilité, dont nous avons tant besoin dans les entreprises pour faire face à ce monde qui bouge à toute vitesse. Pour cela, cessons de surtransposer des directives européennes. Cessons de produire une réglementation pointilleuse et pointilliste. Cessons d'accumuler des textes de loi, des décrets, des arrêtés sans jamais en supprimer. Il y a de bonnes intentions, il y a des bonnes paroles, mais quel désastre dans la réalité. Quatrième et dernier bloc de réforme, autour de la formation. Je dirais, trop d'académisme tue les métiers et tue les savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cessons d'opposer l'entreprise avec l'éducation nationale ou de faire le pire ennemi. Faisons en sorte, en effet, de revaloriser les métiers techniques, l'alternance, l'apprentissage. Et puis, considérons la formation comme un investissement long terme, d'adaptation continue, non seulement pour nos salariés, mais pour nos entreprises. C'est un investissement au quotidien, en permanence, tout le long de la vie. Alors, vous voyez, ces 4 blocs de réforme, quand nous regardons ce qui s'est passé depuis 3 ans, il y a eu quelques demi-mesures, quelques réformettes, on va dire, qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Des bonnes choses, malgré tout, le pacte de responsabilité, le CICE, le début de l'inversion de la hiérarchie des normes dans la loi travail, la tentative de simplification du Code du travail, les premières mesures de simplification de l'ex-groupe Mandon-Poitrinal.
Tout ça va dans le bon sens, certes, mais vous le voyez, on n'a pas été jusqu'au bout de l'objectif final, jusqu'au bout de l'intention. On est au milieu du gué. Et c'est pour ça que le MEDEF va continuer de travailler ardemment pendant les prochaines semaines pour étayer, construire dans ces 4 blocs des réformes, des propositions à la destination de tous les candidats au poste de président de la République. Une fois que j'ai dit ça, après ces réformes, quelles sont les conditions du succès pour mettre en œuvre toutes ces réformes et ce plan? Eh bien, il y a 3 conditions d'ordre culturel, donc sensibles. Il faut, restaurer la confiance, et non pas contraindre, toujours et encore. Il faut 2, encourager la prise de risque, et non pas la rente. Et puis, il faut célébrer la réussite. Alors, si je reviens sur restaurer la confiance, oui, restaurer pour agir et y croire, créer, répondre à ces défis, faire gagner la France et les Français. Il faut faire confiance à tous ceux qui entreprennent et à leurs équipes. Il faut faire confiance aux forces économiques. Il faut faire confiance à tous les Français. Il faut passer d'une France des impossibles que nous vivons aujourd'hui à une France de tous les possibles. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut passer d'un environnement aujourd'hui de contraintes, contrôle, sanctions, alimentant la méfiance et le découragement, à un environnement culturel de conseils, entraide, motivation qui alimenterait la confiance. La confiance, c'est 50% du business, vous le savez tous. Sans confiance, pas de croissance, pas d'investissement, pas d'emploi. Ce point-là est fondamental pour la réussite de tout programme économique et social pour la France. Deuxième point, la prise de risque. Il faut qu'on mette en place un environnement législatif, fiscal, social, qui encourage la prise de risque. Il faut mieux valoriser, mieux rémunérer ceux qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Il faut mieux rémunérer et valoriser ceux qui osent par rapport à ceux qui n'osent pas. Et enfin, troisième point, célébrer la réussite. Oui, il faut accompagner la réussite, encourager la réussite, célébrer la réussite, toutes les réussites, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient entrepreneuriales, financières, associatives, économiques. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voudrais ne pas oublier l'Europe dans les atouts de la mondialisation, car l'Europe est un atout formidable aujourd'hui qui est à réinventer. Il ne faut pas créer. L'Europe permet, sur le plan offensif, de faire face à ces ruptures et de les transformer en défis, tous ensemble, sur le plan offensif. Sur le plan défensif, l'Europe est fondamentale pour préserver la paix sur notre continent. Donc il ne faut pas plus d'Europe, il nous faut une meilleure Europe, a better Europe, comme disent les anglo-saxons, plus pragmatique sur l'ambition, plus percutante sur les actions, et plus simple, plus lisible sur la gouvernance et la gestion. Voilà ce que je vais vous dire, et en synthèse de tout ça, nous sommes aujourd'hui donc à un moment historique, crucial de notre pays, à 9 mois d'une élection majeure, déterminante pour notre pays et pour son avenir. Il faudra donc que notre président ou présidente de la République puisse, comprendre, appréhender toutes ces mutations, les expliquer au plus grand nombre, expliquer les atouts que nous avons en face. 2, choisir cet objectif de croissance associé au plein emploi. Il n'y a pas d'autre objectif plus beau, clé de voûte, pivot de toute politique d'un pays. 3, de choisir et d'assumer l'entreprise comme la solution. 4, il faut faire les 4 blocs de réforme dont je vous ai parlé, fiscal, social, simplification, formation. Et mettre en œuvre les 3 conditions du succès, impératifs, d'ordre culturel, donc compliqués, sensibles, restaurer la confiance, encourager la prise de risque et célébrer la réussite, qui sont pour moi la base de cette fameuse révolution culturelle, économique que nous n'avons toujours pas fait en France, qu'il faut faire et à laquelle j'aspire depuis tant d'années, en ce qui me concerne. Alors je voudrais maintenant dire merci à tous ceux qui m'accompagnent dans le projet MEDEF depuis des années, de 3 ans,
adhérents, élus permanents. Et puis, je voudrais vous dire merci à vous tous dans cette salle et ailleurs, pour tout ce que vous faites dans vos entreprises au quotidien, avec vos équipes, avec vos salariés, avec vos partenaires. Je voudrais vous dire merci parce que la France a besoin de vous, parce que vous êtes ceux qui prennent des risques, ceux qui créent la richesse et l'emploi, ceux qui, je dirais, prenaient des coups, réglaient des problèmes toute la journée, et vous avancez. Vous êtes ceux qui peuvent redresser le pays. Vous êtes ceux qui peuvent donner de la croissance et de l'enthousiasme et de l'espoir à la France et à tous les Français. Sans vous, la France tombe. Sans vous tous, vous, dans cette salle, commerçants, artisans, professions libérales, chefs d'entreprise de petites TPE, PME, ETI, grands groupes, et cadres dirigeants, fonctionnaires, salariés, tous ceux qui partagent avec nous les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs pour la France et pour les Français. Vous tous, sans votre confiance, sans votre motivation, la France ne pourra pas se redresser. Alors, une dernière ambition, après les 30 piteuses. Construisons tous ensemble les 30 audacieuses. C'est le moment, on peut y arriver, on peut y croire, si nous agissons. Vive l'Europe, vive la France et vive l'entreprise. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Pierre Gattaz, mesdames, messieurs. Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Donc, cette université d'été édition 2016 est ouverte.